Qui est la Joconde? Est-ce une femme ou un homme? Pourquoi sourit-elle? Quel mystère cache-t-elle? Et pourquoi exposez-vous la copie plutôt que l'original? Et vous ne la trouvez pas moche, vous, la Joconde? Voilà un petit échantillon de réactions, de questions que l'on me pose très régulièrement, puisque j'ai la chance, et parfois on peut dire aussi un petit peu la malchance, d'être le conservateur quand même de ce très très beau tableau. Au centre des interrogations qui me sont régulièrement posées se trouve toujours la même question, la question de l'identité du modèle. C'est sans doute la Joconde elle-même, l'attitude de la Joconde, qui nous regarde, qui nous sourit, qui crée une communication immédiate et surprenante un peu, puisqu'elle nous sourit alors que nous ne la connaissons pas, en tout cas a priori. Pourquoi cette femme nous regarde? Pourquoi nous sourit-elle? Cette communication nous donne évidemment envie de savoir qui elle est. Alors à cette question, qui est la Joconde, j'avais très envie de vous répondre en 2 mots. Mais évidemment, on m'a dit que je devais faire une conférence de 45 minutes, donc je vais essayer d'entretenir un peu de suspense. 2 mots, ces 2 mots que je vous citerai quand même à un moment, parce que sinon je serais très frustré. Les 2 mots que l'on a répétés pendant près de 400 ans, sans se poser beaucoup de questions, parce que c'était une évidence. Pendant 400 ans, en fait, on ne se posait pas beaucoup de questions au sujet de la Joconde, parce que la Joconde, c'était Mona Lisa. Une bourgeoise florentine dont on ne savait pas grand-chose, sinon qu'elle souriait pendant des séances de pause avec Léonard de Vinci. Mais depuis le début du XXe siècle, des critiques, des historiens d'art, des journalistes et toutes sortes de spécialistes, plus ou moins improvisés, ont commencé en fait à s'amuser avec cette question, et l'équation Joconde égale Mona Lisa ne devenait plus possible, en tout cas, il fallait trouver autre chose. Et c'est à partir de là que des alternatives ont surgi tout au long du XXe siècle et continuent aujourd'hui au XXIe siècle. Alors malheureusement, et malgré les 45 minutes que l'on me concède, il me sera impossible de vous dresser l'inventaire complet de toutes les hypothèses d'identification de la Joconde. Et vous me pardonnerez, je l'espère, de ne pas développer les théories que je juge les plus farfelues, c'est-à-dire celles qui sont fondées sur aucun document, aucun témoignage ancien, celles qui sont le fait, en réalité, ou le résultat d'une interprétation très personnelle, souvent guidée par la volonté de trouver le fameux mystère de la Joconde, ce mystère qu'elle recèlerait. Une hypothèse que je ne développerai pas, par exemple, et qui pourtant est une idée reçue que l'on entend toujours, et moi-même je dois régulièrement répondre à cette question. Vous savez tous que la Joconde est un homme, et le premier à avoir, je crois, parce que évidemment quand je suis arrivé au département des peintures, on m'a posé la question très rapidement, je ne savais pas quoi dire, je ne savais même pas qui avait inventé cette idée-là, et donc j'ai essayé de rechercher qui avait pu imaginer cette idée que la Joconde était un homme, et je crois pouvoir dire que a priori, c'est un certain Georges Isarlot, un historien d'art, un journaliste spécialisé dans les arts, qui a écrit des choses tout à fait précieuses, mais le jour où il a écrit ce passage sur la Joconde, je ne sais pas ce qu'il avait fait, la veille ou le jour même. En tout cas, je me suis demandé si c'était l'influence des moustaches du célèbre LHOQ de Marcel Duchamp, que vous connaissez tous, les moustaches et la petite barbichette, ou est-ce que c'était plutôt finalement le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci et de Freud, où les questions à un moment de l'homosexualité de Léonard, est-ce que ce sont ces sources qui ont incité Isarlot à proposer de reconnaître dans les traits de la Joconde un travesti, les travestis que Léonard adorait inviter lors des fêtes qu'il organisait. Alors évidemment, je vais vous décevoir, nous n'avons conservé aucun témoignage des festivités que Léonard organisait, on ne sait même pas s'il en organisait d'ailleurs, mais cette idée qui, peut-être chez Isarlot, était un peu malicieuse, il y avait sans doute un petit peu d'humour derrière cette idée, elle a eu un écho assez extraordinaire au cours de la seconde moitié du XXe siècle, et aujourd'hui, très régulièrement, beaucoup de gens pensent et me disent mais malgré tout, c'est quand même un homme, cette Joconde, vous êtes d'accord aussi, c'est devenu une sorte de semi-vérité qu'on répète absolument sans vergogne, alors que vous allez le comprendre, ça n'est fondé sur aucune base historique. Cela va même à l'encontre de 450 ans de témoignages historiques antérieurs qui affirment qu'il s'agit bien d'une femme. Et c'est un peu là mon premier scoop de la matinée, enfin de l'après-midi. La Joconde est une femme. Merci, je vous remercie. Mais pour aller tout de même un peu plus loin,
je vous propose de reprendre avec précision et logique, si c'est possible, hein, vous m'arrêterez si vous ne trouvez pas ça logique, les différentes pièces du dossier Joconde. Parce que c'est, comme toujours avec Léonard, des histoires extrêmement embrouillées par Léonard lui-même dès la création des œuvres, et embrouillées par les amateurs et les historiens qui se sont intéressés à ces œuvres durant les 500 ans qui nous séparent de son existence. Alors pour être sûr de toujours pister notre Joconde, le tableau qui est donc accroché au Louvre aujourd'hui dans voilà, celle que vous voyez ici, que vous connaissez quand même très bien, et qui est accrochée dans la salle des États du musée du Louvre, et je vous propose de faire ce parcours historique à rebours, c'est-à-dire de notre époque jusqu'à celle de Léonard, pour être vraiment sûr d'être certain de parler du tableau accroché aujourd'hui dans cette salle. La Joconde est entrée au Louvre en fait le 12 août 1797. Depuis son entrée au Louvre, on la suit parfaitement dans les différentes pièces où elle a été exposée. Alors depuis 2005, elle est dans ce nouveau dispositif de la salle des États. Elle y était déjà depuis les années 70, mais elle a été auparavant, lorsqu'il y avait quand même moins de fans de la Joconde, elle était dans des espaces plus réduits, comme la grande galerie du Louvre, ou encore dans ce qui était la salle des chefs-d'œuvre depuis le milieu du 19e siècle, le salon carré du musée du Louvre, où vous la voyez juste ici, elle est beaucoup plus discrète qu'aujourd'hui, avec d'autres tableaux célèbres, les Véronèses, tous les grands chefs-d'œuvre de la peinture occidentale réunis donc dans ce salon, dans cette salle des chefs-d'œuvre. C'est un tableau de 1898 qui représente cet accrochage de notre Joconde dans le salon carré. La Joconde est arrivée au Louvre en 1797 en provenance d'un lieu très prestigieux, donc juste avant la Révolution, du château de Versailles. Le château de Versailles, en 1784, alors il se présente comme ça aujourd'hui, bien évidemment, et juste avant la Révolution, la Joconde n'était pas dans le château lui-même, mais dans un bâtiment juste à côté du château, ce qu'on appelait la surintendance des bâtiments de France, et qui était une sorte de préfiguration, en quelque sorte, du Louvre. On avait réuni dans ces espaces les plus beaux tableaux de la collection du roi Louis XVI, et notamment de Louis XV puis Louis XVI, et notamment la Joconde. Vous voyez ici son accrochage en 1784, dans ces salons donc, de la surintendance des bâtiments, et vous voyez que notre Joconde n'a même pas les honneurs du premier rang, elle est en second rang au-dessus d'un tableau, d'un très beau tableau du reste, de Fra Bartolomeo, un autre grand artiste de la Renaissance florentine. Auparavant, tout de même, avant d'être dans cette surintendance des bâtiments du roi, elle était quand même dans le château lui-même et dans l'un des espaces les plus prestigieux de ce château, sous Louis XIV, dans ce qu'on appelait à ce moment-là, parce que l'espace est détruit, la petite galerie du roi. Cette petite galerie du roi était vraiment le lieu lié aux appartements du souverain et dans lequel on avait rassemblé les plus belles pièces de sa collection de peintures. Alors plus tôt encore, la Joconde, avant d'être à Versailles, provient d'un autre grand château royal, bien évidemment très prestigieux lui aussi, et important au cours des XVIe et XVIIe siècles, le château de Fontainebleau. C'est dans cette résidence de Fontainebleau qu'est décrite pour la première fois la Joconde par un certain le père Pierre d'An. C'est dans un ouvrage de 1642, dont je vous montre ici le frontispice, le trésor des merveilles de la maison royale de Fontainebleau. Le père d'An décrit les plus beaux tableaux qui se trouvent à Fontainebleau, et notamment les Léonard de Vinci, qui sont vraiment parmi les plus beaux ouvrages de la collection royale. 5 tableaux de Léonard, il a la chance de voir, et il décrit le plus beau pour lui, c'est le 5e. Je vous lis cette citation, parce qu'elle mérite vraiment d'être réfléchie. Mais le 5e en nombre et le premier en estime, comme une merveille de la peinture, est le portrait d'une vertueuse dame italienne, et non pas d'une courtisane, comme quelques-uns croient, nommée Mona Lisa, vulgairement appelée Joconde, laquelle était femme d'un gentilhomme ferrarais appelé François Jocondo, ami intime du dit Léonard, lequel, l'ayant prié de lui permettre de faire ce portrait de sa femme, il lui accorda. Le grand roi François acheta ce tableau 12 000 francs. Alors ce texte est vraiment très précieux car il révèle d'abord la double appellation du tableau. La Joconde égale Mona Lisa. On note également que le père d'An insiste beaucoup sur la vertu de cette dame. C'est surtout pas une courtisane, mais c'est plutôt l'épouse d'un monsieur dont il connaît l'identité, François Jocondo, qui selon lui est ami de Léonard et originaire de Ferrare. Alors ça, on verra qu'il s'est un peu trompé puisqu'il est florentin, mais vous verrez avec les documents dont je vais vous parler plus tard.
Alors on a la chance aussi de disposer d'un autre témoignage encore plus ancien, quelques années auparavant, on est en 1625, c'est même la plus ancienne description de la Joconde en France, pour le XVIIe siècle. C'est un visiteur de marque qui visite Fontainebleau. Il accompagne à ce moment-là une légation pontificale auprès du roi Louis XIII. Il s'agit d'un certain Cassiano dal Pozzo, qui non seulement accompagne cette légation, mais en plus est un grand amateur de peinture, un grand connaisseur. Et c'est grâce à cela qu'on a la chance de disposer d'une des plus belles descriptions anciennes de la Joconde. Là encore, je vais vous lire ce passage parce que c'est très émouvant de voir la haute estime que l'on portait à l'égard de ce tableau de la Joconde. Voici ce qu'il nous raconte. Et en même temps, admirez la Joconde. Un portrait de la grandeur du vrai, sur bois, encadré de noyers sculptés et demi-figures. Et c'est là le portrait d'une certaine Joconde. Celle-ci est la plus accomplie des œuvres de cet auteur que l'on puisse voir, pour ce que, sauf la parole, rien d'autre ne lui manque. La figure est celle d'une femme de 24 à 26 ans, dont le visage n'est pas tout à fait dans la manière des statues grecques de femmes, mais un peu large, avec un certain moelleux dans les joues et autour des lèvres et des yeux, et tel qu'on ne peut espérer d'arriver à ce degré d'exquisitété. La tête est ornée d'une coiffure très simple, autant qu'achevée. Le vêtement était noir ou fauve sombre, mais le tableau a été si maltraité par un vernis qu'on lui a mis que l'on ne distingue plus très bien. Les mains sont de toute beauté. Et en somme, malgré toutes les disgrâces que ce tableau a souffertes, le visage et les mains sont si beaux qu'ils ravissent qui les contemple. Nous notâmes qu'à cette femme, belle par ailleurs, il manquait quelque peu dans les sourcils, car le peintre ne les lui a pas fait beaucoup paraître, selon qu'elle n'en devait point avoir. Le duc de Buckingham, envoyé d'Angleterre pour conduire au nouveau roi son épouse, eut quelque intention d'acquérir ce tableau. Mais le roi, en ayant été dissuadé par les instances qui lui furent faites de diverses personnes qui soumirent à sa considération le fait que sa majesté envoyait hors du royaume le plus beau tableau qu'elle possédait. Le duc ressentit avec chagrin tout ce trouble, et parmi ceux auprès desquels il se lamenta fut Rubens d'Anvers, peintre de l'archiduchesse. Alors c'est une description un petit peu longue, je me suis permise avec vous, de Cassiano dal Pozzo, mais elle est absolument merveilleuse, très précise, elle rend vraiment compte du caractère extraordinaire de la vie qui se dégage de ce portrait-là. La vie est si forte qu'on en oublie même le paysage, c'est un point fort de cette description, il n'y a absolument pas de paysage, alors que c'est quand même aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce portrait, l'une des grâces, bien évidemment, de ce tableau-là, et pourtant la puissance d'expression de la Joconde est si forte qu'on en oublie tout, il n'y a que la beauté du visage et la beauté des mains. Cette description est précieuse aussi parce qu'elle nous livre que dès 1625, la Joconde a bien ce nom-là, c'est bien cette appellation qui existe là encore. Et comme chez le perdant, dont je vous citais le texte auparavant, l'estime pour le tableau est absolument considérable, le plus beau tableau du royaume. Ce qui démontre que bien avant le vol de la Joconde en 1911, on considérait déjà que la Joconde était probablement l'un des plus beaux tableaux jamais peints. Alors avant ce témoignage, pour le moment nous sommes dans quelque chose d'assez simple, historique, on a pu avancer de 2015 j'espère que vous m'avez suivi, jusqu'en 1625, là les affaires vont se gâter. On rentre dans le XVIe siècle, le siècle de Léonard, et dans ce siècle nous disposons de plusieurs documents qui évoquent vaguement des Mona Lisa, des Jocondes, des textes plus ou moins précis, plus ou moins fiables, et qui ont évidemment servi à des hypothèses, qui ont servi de fondement, je dirais, à des hypothèses contradictoires d'identification du modèle. Quand même, le principal de tous ces témoignages du XVIe siècle, c'est vraiment celui de Giorgio Vasari, dont je vous montre ici l'image. Giorgio Vasari, le célèbre rédacteur des vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, évoque en effet, dans la première grande biographie de Léonard, la plus complète, publiée en 1550, il évoque à un moment de la vie de Léonard, lorsque Léonard se réinstalle à Florence, au début du XVIe siècle, vers 1500, il évoque justement cette commande passée du portrait d'une certaine Lisa del Giocondo. Alors là encore, je vais prendre le temps de vous lire ce passage. Vous m'excuserez, parce que finalement c'est une conférence avec les textes d'autres personnes, mais ces textes sont tellement beaux que c'est beaucoup mieux dit que ce que je pourrais vous dire après. Voilà le texte des vies de Vasari. Léonard entreprit pour Francesco del Giocondo de faire le portrait de sa femme Mona Lisa, et il le laissa inachevé après y avoir peiné 4 années. Cet ouvrage se trouve aujourd'hui chez le roi de France, à Fontainebleau.
en cette tête qui voulait voir combien l'art peut imiter la nature, le pouvait aisément comprendre, car tous les plus petits détails que la subtilité est capable de peindre y étaient contrefaits. Les yeux avaient ce lustre et cette eau que l'on voit toujours chez les vivants, et l'on apercevait autour d'eux tous ces roses bleutées, et les sourcils qui ne se peuvent faire sans la plus grande subtilité. Les sourcils, pour y avoir fait la manière dont les poils naissent de la peau, tantôt plus épais, tantôt plus rares, et celle dont ils se courbent selon les pores de la peau, ne pouvaient être plus naturelles. Le nez, aux belles ouvertures, rose et tendre, paraissait vivant. La bouche, avec sa fente, aux extrémités bien unies par le jeu du rouge de la bouche et de l'incarnat du visage, ne semblait point couleur, mais chair véritable. Au creux de la gorge, qui regardait intensément, voyait battre le pouls. Et l'on peut dire en vérité que cette œuvre fut peinte de manière à faire craindre et trembler tout artiste vaillant, et quel qu'il soit. Il usa encore de cet artifice. Mona Lisa étant fort belle, que pendant qu'il la portrayait, il faisait jouer ou chanter et avait continuellement recours à des bouffons qui la fissent demeurer gaie, afin d'ôter la mélancolie que la peinture a coutume de donner au portrait que l'on fait. Et dans celui de Léonard était un si plaisant sourire que c'était œuvre à voir plus divine qu'humaine. Et elle était tenue pour merveille parce que la vie ne se présente pas autrement. C'est vraiment, et ce n'est pas mon cher collègue Louis-Franck qui me dira le contraire, l'une des plus éloquentes descriptions de toutes les vies de Giorgio Vasari, cette description de la Joconde qui sera reprise par les historiens tant elle est convaincante, tant elle est belle et tant elle donne envie d'y croire, bien évidemment. Elle fut reprise durant tous les siècles, pratiquement tous les siècles qui ont suivi, et c'est bien sûr celle qui a inspiré les représentations historiques de Léonard. Je ne vous en montrerai qu'un exemple, ce tableau de Cesare Maccari qui date de 1863 et qui est une image pratiquement une illustration du texte de Giorgio Vasari. Alors les informations données par Vasari sont en plus, et c'est pour mon discours tout à fait arrangeant, en parfaite cohérence avec les textes du XVIIe siècle que je vous ai cités, Cassiano dal Pozzo et Le Perdant. Il s'agit bien de Mona Lisa, d'un tableau qui est au château de Fontainebleau, et en plus d'une œuvre absolument exceptionnelle. Souvenez-vous que Cassiano dal Pozzo, tout comme Le Perdant, disait que c'était une merveille de la peinture. Pourtant, une chose étrange, il est presque certain que Giorgio Vasari n'a sans doute jamais vu le tableau. En fait, nous allons le voir, la Joconde est très certainement arrivée du vivant de Léonard, avec Léonard lui-même, et donc à un moment où Giorgio Vasari n'a pas pu voir le tableau. Vasari connaît sans doute la Joconde de réputation, d'abord parce qu'il bénéficie de très bons informateurs, des gens qui font le voyage entre la France et l'Italie, et surtout parce qu'il travaille à Florence, il est toscan, Vasari, il rédige ses vies en grande partie à Florence, et Florence est quand même la ville justement des Giocondos, là où il réside. Il faut savoir que Vasari publie son texte en 1550, il le rédige donc un petit peu avant, dans les années 1540. Qu'est-ce qui se passe dans les années 40 ? Eh bien, Francesco del Giocondo est mort peu de temps auparavant, il est mort en 1538. Son épouse, Lisa Gherardini, l'a suivi peu de temps après, en 1542. Et dans ces années 1540, et même au moment de la publication des vies de Vasari, les enfants, un certain nombre d'enfants du couple sont toujours vivants. C'est-à-dire qu'eux connaissent parfaitement l'histoire et sont capables de lire dans les vies de Vasari ce récit qui parle quand même de leur père et leur mère. Alors en 2005, il y a eu une découverte absolument fondamentale dans la bibliothèque d'Heidelberg. On ne s'attendait pas du tout à voir ce genre de découverte dans ce coin. Un collègue qui a fait tout simplement le catalogue de ses incunables, des incunables de sa bibliothèque, a fait une découverte tout à fait remarquable. L'un des incunables, qui reproduit les lettres familières de Cicéron, appartenait à un certain Agostino Vespucci. Ce monsieur a laissé son nom régulièrement dans l'ouvrage qui lui appartenait, donc dans cet incunable. Et ce monsieur, au lieu de regarder la télévision le soir, lisait les lettres familières de Cicéron et, en fonction de ce qu'il lisait, ce que racontait Cicéron, la vie de l'Antiquité, faisait des comparaisons avec sa propre vie, son propre quotidien, la vie contemporaine. À un certain moment, Cicéron évoque justement le cas d'Apelle, le grand peintre de l'Antiquité, Apelle qui avait laissé une Vénus avec la tête et le buste complètement achevé, merveilleusement achevé, et en revanche, le reste du corps, là, complètement inachevé. En lisant ça, Agostino Vespucci s'est dit, mais tiens, c'est exactement ce que fait Léonard de Vinci avec sa peinture, et c'est ce qu'il a écrit dans la marge que vous voyez ici, il a bien fait de marquer ça ce soir-là. Ainsi fait Léonard de Vinci dans toutes ses peintures, comme dans la tête de Lisa del Giocondo et celle d'Anne, mère de la Vierge,
Nous verrons ce qu'il fera dans la salle du Grand Conseil, dont il est déjà convenu avec le gonfalonier. Et il a eu la merveilleuse idée de dater cette remarque, vous la voyez en bas, 1503 octobre. Ah, heureusement qu'il a fait ça. Cette découverte, en fait, a été fondamentale parce qu'elle a permis de redonner, je dirais, toute sa place au témoignage de Vasari, redonner un peu de force à ce témoignage qui commençait à être de plus en plus critiqué comme une sorte de mythe. Et désormais, grâce à ce texte, on savait qu'il y avait un contemporain de Léonard, Agostino Vespucci, qui était fonctionnaire de la République de Florence, qui était en quelque sorte le secrétaire de Machiavel, quelqu'un qui connaissait Léonard de Vinci. On le sait parce qu'on retrouve son écriture dans l'un des codex de Léonard, le Codex Atlanticus, donc on est certain qu'il y a un lien entre les deux, et ce monsieur qui a manifestement dû voir Léonard dans son atelier avec ces tableaux-là, nous dit qu'en octobre 1503, Léonard était en train de peindre le portrait de cette Lisa del Giocondo. Alors bien sûr, on pourrait me rétorquer, bon très bien, oui, Agostino Vespucci nous dit qu'il y a une Lisa del Giocondo, mais pourquoi ça serait la Joconde du Louvre? Après tout, ça pourrait bien être une autre œuvre de Léonard que celle-là. Oui, peut-être, mais néanmoins, cela me semble assez peu probable. Pourquoi? Je vais essayer de vous le démontrer. D'abord parce que cette composition de la Joconde, c'est-à-dire le tableau du Louvre, est manifestement connue des artistes au tout début du XVIe siècle à Florence. Léonard n'est pas un artiste secret qui cache ses inventions, au contraire, c'est quelqu'un d'assez généreux qui laisse entrer les gens dans son atelier et les gens sont évidemment fascinés par ses inventions. Léonard est quelqu'un d'assez génial qui arrive à faire la synthèse un peu des recherches de la première Renaissance et à inventer une nouvelle manière, ce que Vasari va appeler la manière moderne, assez imposante, une sorte d'aboutissement de ces recherches de la Renaissance. Et donc, tous les artistes contemporains de Léonard vont copier les inventions de ce grand maître. Et notamment, un tout jeune garçon venu d'Urbino, un certain Raphaël, qui vient justement voir ce que font ses aînés, Léonard en premier, mais aussi Michel-Ange, qui est un peu plus âgé. Entre 1504 et 1508, il est à Florence, et il va passer son temps en fait, à copier des motifs de Michel-Ange, beaucoup aussi de motifs de Léonard, et il nous a dessiné, on voit dans les œuvres qu'il fait à cette époque-là, de véritables dérivations des inventions de Léonard, et notamment de sa Joconde. Je vous montre ici ce très beau dessin du cabinet des arts graphiques du Louvre, mais encore cette fois une version plus aboutie, un véritable tableau, le portrait de Maddalena Doni, qui se trouve à la Galerie Palatine à Florence, deux compositions, ce dessin et cette peinture, qui sont inenvisageables sans l'invention de la Joconde de Léonard de Vinci quelques années auparavant. Un autre document, je dirais qu'il y a ça, ce témoignage, le fait que la Joconde, cette composition a bel et bien existé au tout début du XVIe siècle, mais il y a encore un autre document, je dirais, qui va dans ce sens d'une identification de la Joconde à Mona Lisa del Giocondo. Ce document, c'est celui que vous voyez devant vous, un peu raturé, un peu difficile à comprendre, malheureusement, mais malgré tout, on arrive à en tirer quelque chose. C'est en fait l'inventaire après décès de Salaï. Salaï, qui est-ce? C'est ce jeune garçon qui, en 1490, à l'âge de 10 ans, entre dans l'atelier de Léonard, devient vraiment un des élèves préférés de Léonard, un petit diable, c'est le surnom que lui a donné Léonard, c'est ce que veut dire Salaï, mais en même temps, quelqu'un qui, les années passant, va devenir un bon artiste, un bon peintre, qui va avoir une activité manifestement de copiste, c'est-à-dire que c'est en plus bien avec Léonard qui ne termine jamais ses propres tableaux, lui va livrer des versions achevées des compositions de Léonard. Il meurt en 1524 et quelques mois après est rédigé son inventaire après décès où on retrouve en fait toute la liste, grosso modo, des inventions de Léonard de Vinci. Une Léda, une Sainte-Anne, alors la Léda c'est un grand tableau mythologique qu'avait composé Léonard, mais un tableau perdu. La Sainte-Anne, vous la connaissez, elle est au Louvre. Et troisième ligne, un quadro de una donna arretrata, tableau d'une femme, portrait d'une femme. Et alors il y a eu des ratures parce que les gens manifestement, ça a été corrigé sans doute parce que les témoins de cet inventaire ont incité à corriger. Et dans la marge, la correction définitive, c'est en fait la clarification du portrait, du nom donné au portrait. Ce portrait, en fait, il est detto la Gioconda, dite la Joconde. Cela démontre vraiment que cette appellation de Joconde est une chose qui relève d'une tradition de l'atelier même de Léonard de Vinci. C'est manifestement un héritier de Salaï qui a dû dire « Attendez, ce portrait-là, c'est pas n'importe quel portrait, c'est la Joconde, c'est la Joconde. » Et si c'était une chose que l'on savait dans l'entourage de Salaï, c'est manifestement quelque chose que Salaï a lui-même hérité, connaissait de l'atelier, bien évidemment, du maître. Et évidemment, ce nom de Gioconda, de Joconde, c'est quand même, à la lumière des documents que je vous ai cités, Vasari, le perdant, Castelnau Pozzo, une référence évidente au nom du mari de Mona Lisa, Giocondo.
Giocondo, qui a été féminisé en Gioconda, puis francisé en Joconde. Alors je crois qu'il est temps quand même de vous dire quelques mots de cette dame, cette Mona Lisa, Lisa Gherardini, mais aussi de son mari, Francesco del Giocondo. Parce que finalement, on a la chance, depuis le début du XXe siècle, de disposer d'un certain nombre de documents d'archives qui ont été exhumés peu à peu. Il faut louer le travail d'ailleurs de ces historiens qui nous permettent enfin de mieux comprendre qui étaient ces personnages du début du XVIe siècle. Donc je vous le dis, il y a eu beaucoup de recherches dès le début du XXe siècle, mais je voudrais citer le nom de quelqu'un qui plus récemment a beaucoup travaillé, il s'agit de Giuseppe Palanti, qui, dans les années 2000, a publié le résultat de ses recherches, et je vous engage vraiment à lire son ouvrage, qui est très intéressant, il nous raconte la vie de ces deux familles. Deux mots, je vais résumer, mais parce que c'est important pour notre sujet. Sachez que Lisa est née en 1479, elle est la fille de Anton Maria Gherardini et de Lucrezia del Caccia. Les Gherardini viennent quand même, c'est une bonne famille, une ancienne famille de seigneurs, propriétaires terriens du Chianti. Lisa s'est mariée en fait en 1495 à Francesco. Lui aussi né à Florence, ce sont deux Florentins. Lui est un peu plus âgé, il est né en 1465. Francesco, lui, appartient à une famille tout à fait différente. Ce sont des artisans qui, à la fin du XIVe siècle et au début du XVe, ont réussi à faire fortune dans la construction, la fabrication de tonneaux. Et ça les a suffisamment enrichis, cette famille, pour pouvoir, à un certain moment, dans les années 1420, changer d'activité, pour en prendre une à la fois plus rentable et aussi jugée un peu plus digne, celle du commerce de la soie. Par ailleurs, cette activité leur permet de s'inscrire à l'Arte della Seta, qui est une des corporations, des 7 grandes corporations les plus puissantes, et qui leur ouvre du coup les portes de toutes sortes de fonctions politiques. Il est intéressant de savoir qu'entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, on dénombre environ au moins 80 membres de la famille del Giocondo qui ont eu un rôle tout à fait remarquable dans les institutions de la République de Florence. Tout ça pour vous dire que les Giocondo, ce n'est pas n'importe quelle famille, c'est vraiment une famille bourgeoise bien installé dans la ville de Florence. Alors deux mots sur Francesco. Lui prend la tête de l'affaire familiale à la mort de son père, au début des années 1490. Il va se marier une première fois, en 1491, avec pas n'importe qui, Camilla Rucellai, de l'une des plus grandes familles florentines de l'époque. Il aura un fils, mais cette femme va mourir très tôt, en 1494, et quelques mois après, en mars 1495, il épouse donc notre Lisa Gherardini. Ensemble, avec Lisa, ils auront plusieurs enfants, Piero en 1496, Camilla en 99 et Andrea en 1502. On s'approche dangereusement de la remarque d'Agostino Vespucci. Vous vous souvenez, en 1503, Léonard peint Lisa del Giocondo. Il y a justement de cette année 1503, on a pu retrouver deux documents, deux actes juridiques, qui indiquent qu'à cette époque, Francesco divise ses biens entre ses enfants et puis par ailleurs acquiert une maison adjacente à la sienne, Via della Stufa à Florence. Tout ça est bien sûr le signe d'une réelle prospérité économique. Alors, parmi les documents retrouvés sur la famille Giocondo, certains témoignent de contacts entre Francesco del Giocondo et l'église de la Santissima Annunziata. Cette église que vous connaissez peut-être à Florence, qui est une merveilleuse, très très beau sanctuaire, l'église des Servites, à Florence donc, où Léonard semble s'être installé, en tout cas si on en croit Vasari. Vasari nous raconte que lorsque Léonard est revenu, donc au début 1500 à Florence, il a été accueilli par les Servites, et c'est là d'ailleurs qu'il aurait montré son carton merveilleux de la Sainte-Anne, devant lequel des foules de Florentins se sont pressés. Autre possible lien, contact entre Francesco et Léonard, c'est par le biais du père de Léonard, Ser Piero da Vinci, qui, je vous le rappelle, était notaire et qui s'est manifestement, d'après les documents d'archives, occupé d'affaires où Francesco del Giocondo avait part. C'est donc peut-être par ces deux biais que Léonard a été en contact avec Francesco del Giocondo, à la fois les Servites, l'église de la Santissima Annunziata, et son père, Ser Piero da Vinci, notaire. Parce qu'en fait, il faut bien le comprendre, il y a quand même une chose qui a toujours étonné les historiens, à juste titre du reste. Pourquoi Léonard a peint le portrait de cette femme, de la bourgeoisie florentine, certes pas médiocre tout à fait, mais malgré tout pas particulièrement remarquable, sinon bien sûr qu'elle était souriante, mais c'est quand même étrange de la part de Léonard, alors qu'au même moment, Léonard n'avançait pas sur une commande bien plus importante, ou en plus avec quelqu'un qui lui mettait une pression terrible, Isabelle d'Este, la marquise de Mantoue. Vous vous souvenez, avant d'arriver à Florence, Léonard, quittant Milan et en allant vers Venise, s'est arrêté à Mantoue.
Isabelle d'Este, qui était un grand mécène, grand amateur d'art, lui avait essayé de commencer à lui commander des choses. Il a eu le temps de dessiner son portrait, qu'il devait donc mettre en peinture. Vous ne voyez ici que le carton préparatoire, c'est-à-dire la dimension du portrait fini, mais qui n'est qu'un instrument. Les contours doivent être reportés après sur le support peint pour faire tout simplement un tableau. Et finalement, Isabelle va le harceler lorsqu'il sera à Florence, mais sans succès, puisque Léonard en restera donc à ce stade du dessin. Pourquoi est-il allé aussi loin avec une bourgeoise florentine aussi peu connue, alors qu'il n'a pas avancé sur le portrait d'une marquise italienne extrêmement puissante? Alors on essaiera. La réponse, je vais essayer, vous verrez, n'est pas si évidente, mais en tout cas, je dirais qu'il est un fait qu'il faut accepter. Les contemporains nous le disent, il a bel et bien fait ce portrait. Il y a certes un mystère. Pour le moment, on ne le comprend pas tout à fait, mais c'est un fait. Il a bien peint le portrait de cette dame. On essaierait de voir si on a d'autres possibles explications. Alors j'espère que pour le moment vous êtes assez convaincus par ce que je vous présente, parce que je vais évidemment passer de l'autre côté, ceux qui contestent cette identification. Malgré tout, et tout ce que je vous ai présenté là, il y a une certaine cohérence qui incite à voir donc dans le portrait de la Joconde cette Lisa Gherardini. Mais quand même, et toujours aujourd'hui, certains historiens réfutent cette identification, et en se fondant pas sur n'importe quoi, mais sur des textes du XVIe siècle. Alors l'un d'eux, sur lequel je vais passer un peu rapidement, mais parce que si ça vous amuse de vérifier ce que je vous raconte cet après-midi, vous allez peut-être trouver cette référence, c'est un poème d'un certain Enea Irpino, qui a été rédigé avant 1520, un très beau poème par ailleurs, qui fait l'éloge de la beauté, de la vertu de certaines femmes qui vivaient à son époque, donc au début du XVIe siècle. Alors malheureusement, notre ami Irpino ne cite jamais les noms des belles dames dont il parle. Et en tout cas, c'est sur la page de droite, c'est en italien, alors pendant que vous parlez, peut-être que certains pourront déchiffrer. À un certain moment, Irpino évoque le portrait peint par Léonard d'une certaine dame, d'une certaine veuve, retirée sur la très belle île d'Ischia, et que Léonard représentait évidemment en veuve, sous un voile noir. Alors évidemment, voile noir, tout de suite, on se dit, ça y est, c'est bon, on la tient, c'est la Joconde. Mais comme Lisa Gherardini n'a a priori jamais vécu veuve sur l'île d'Ischia, ça n'est pas Lisa Gherardini. Voilà, Enea Irpino le prouve. Alors malheureusement, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas aller beaucoup plus loin puisque Enea Irpino ne donne aucun nom. À partir de ce texte, des historiens ont cité des noms de personnalités, surtout du sud de l'Italie, mais malheureusement, je ne vais jamais pouvoir aller au-delà dans la démonstration puisque le poème est bien sûr beaucoup trop imprécis. Par ailleurs, et ça c'est une chose sur laquelle je voudrais vous amener à réfléchir si vous avez la chance de vous approcher un petit peu du tableau de la Joconde un jour, à un moment où il n'y a pas trop de monde, bref, le fameux voile noir de la Joconde sur la tête qui serait le signe de veuve dans le poème d'Irpino, moi je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois encore moins depuis que j'ai pu admirer la Joconde du Prado. Vous avez peut-être vu dans une exposition au Louvre il y a quelques années, en 2012, cette Joconde qui a été peinte, on le sait, on peut le prouver par les examens laboratoires dans l'atelier de Léonard, par l'un de ses assistants, c'est fort probable que ce soit Salaï, et dans ce tableau, vous voyez que le voile qui tombe de la tête est beaucoup plus clair, il est très clair. Alors vous allez dire, oui, mais quand même ici il a l'air sombre. Peut-être, mais si l'on regarde les parties lumineuses, là où la lumière se réfléchit davantage dans le voile, on voit qu'elle est beaucoup plus claire que l'on imagine, et à mon avis, sous les épais voiles de vernis très oxydés, très jaunis du tableau, on redécouvrirait, à mon avis, un voile beaucoup plus transparent et plus clair que ce que l'on peut imaginer au premier coup d'œil. Mais bon, ça, ce sont des détails. Je dirais que Enea Irpino, c'est un texte qui existe, certes, du XVIe siècle, mais on ne peut pas en tirer grand-chose. Alors il y a encore un autre, et c'est le dernier témoignage, le plus difficile, c'est pour ça que je voulais garder pour la fin, sachant que vous allez être encore bien éveillés. Je vous l'ai caché pour le moment parce que c'est vraiment le plus difficile à interpréter et parce qu'il est fondamental. C'est un témoignage qui vient de la bouche même de Léonard de Vinci. Repartons en 1517, Léonard à ce moment-là est en France, il est logé par François Ier, il habite juste à côté d'Amboise, dans le château du Clos-Lucé, et le 10 octobre 1517, il reçoit la visite de pas n'importe qui, un napolitain, le cardinal d'Aragon. Le cardinal d'Aragon fait un grand voyage en Italie et en France, à but politique bien sûr, mais si près d'Amboise, il aurait été dommage de ne pas rendre visite au vieux Léonard, qui est vraiment un des plus grands maîtres de cette époque-là. Et son secrétaire, le secrétaire du cardinal d'Aragon, va tenir le journal et va nous tenir au courant de cette visite extraordinairement émouvante dans les dernières années de vie de Léonard. Alors là encore, je vais vous lire ce très beau passage. Dans l'un des bourgs,
donc d'Amboise bien sûr, dans l'un des bourgs, Monseigneur et nous autres, allâmes visiter Messer Leonardo Vinci, florentin, vieux de plus de 70 ans, peintre des plus excellents de notre temps, lequel montra à son illustrissime seigneurie 3 tableaux. L'un d'une certaine dame florentine faite au naturel sur les instances de feu le magnifique Giuliano de Medici, l'autre de Saint Jean-Baptiste jeune, et l'un de la Madone et de l'Enfant se tenant sur le sein de Sainte Anne, tous absolument parfaits. Alors, à partir de ce témoignage, il est assez facile, je dirais, de reconnaître notre petit Saint Jean-Baptiste, qui est dans la Grande Galerie, mais aussi notre très belle Sainte Anne, restaurée en 2012. Je crois que ça ne fait pas trop de doute. Et c'est vrai qu'on s'est quand même très tenté de se dire, mince, on a quand même 3 tableaux tardifs, ça devrait quand même être celui-là qu'a vu le cardinal d'Aragon. Le problème, c'est qu'effectivement, on est là face à une information tout à fait nouvelle et qui semble en apparence contredire le texte de Vasari. Cette fois, ce n'est plus Francesco del Giocondo qui a commandé le tableau, mais Giuliano de Medici. Alors là, évidemment, ça ne concorde plus, problème. Alors d'abord, 2 mots de Giuliano de Medici. Vous ne connaissez peut-être pas si bien que cela. Il est en fait le 3e fils de Laurent le Magnifique, mais aussi le frère du pape qui règne alors sur le trône de Saint-Pierre, Léon X. Julien de Médicis vous est en fait, je pense, certainement connu sous les traits idéalisés, imaginés par Michel-Ange pour sa tombe dans la merveilleuse Sacristie Nuova de San Lorenzo à Florence, mais un peu moins, sauf ceux qui ont visité l'exposition Raphaël, j'espère tous ici, en 2012, organisée au Louvre, et vous avez pu voir ce tableau du Metropolitan Museum de New York, qui reproduit, c'est un tableau de l'atelier de Raphaël, vraisemblablement, mais qui reproduit de façon plus précise les vrais traits donc, de Giuliano de Medici. Julien de Médicis, pour nous, amateurs, grands fans de Léonard de Vinci, a surtout été le dernier mécène en fait, italien de Léonard de Vinci, juste avant François Ier, de 1513 à 1516. Et vous savez que Léonard était donc à son service à Rome. Il a vécu à Rome auprès de lui. Alors, comment interpréter ce texte d'Antonio de Beatis c'est quand même avec notre tradition, je dirais, d'identification de la Joconde avec Mona Lisa. Alors bien évidemment, vous pouvez faire confiance aux historiens de l'art et aux historiens pour avoir donné des réponses différentes à cette équation. Par exemple, certains historiens se sont dit il faut mieux comprendre le journal de voyage du cardinal d'Aragon pour voir si on ne trouve pas la solution. Et ils l'ont trouvé, selon eux. Quelques pages après la visite du cardinal, où est racontée la visite du cardinal au Clos du Cé, le cardinal s'en va à Blois et dans l'une des pièces, près de la bibliothèque, il voit, et il ne manque pas de remarquer, un portrait d'une certaine dame de Lombardie, peinte au naturel, assez belle, mais selon moi, pas autant que la Signora Gualanda. Et vous voyez dans la marge, on a répété à nouveau Signora Isabella Gualanda. Alors de ce passage, les historiens se sont dit, mais voilà, on a la solution. En fait, le cardinal est en train de faire référence au tableau qu'il a vu la veille. Il est en train de voir le portrait d'une dame lombarde et il la trouve belle, certes, mais pas aussi belle que la Gualanda, qui est le très beau portrait peint à la demande de Julien de Médicis, qu'il a vu dans l'atelier de Léonard. Ils sont même allés plus loin en se disant, mais en réalité, les 2 tableaux qu'ils comparent, ce sont 2 tableaux très connus, très célèbres, c'est la Gualanda, leur Gualanda, mais aussi la dame lombarde, la belle ferronnière du Louvre, dont je vous parlerai demain, si vous avez le courage de venir me réécouter. Ces 2 tableaux, donc, et il serait en train de comparer les beautés respectives de ces 2 dames. Alors, le problème de cette hypothèse, qui verrait dans le portrait de la Joconde Isabella Gualanda, c'est qu'en fait, elle est faussement fondée sur l'analyse du texte d'Antonio de Beatis. Si l'on scrute le texte, et je vous l'ai lu, ce texte-là, vous avez vu qu'il n'y a aucune mention du nom de l'artiste. Léonard de Vinci n'apparaît pas du tout. Et ils ne font pas non plus référence à ce qu'ils ont vu la veille. Pire encore, il y a une contradiction entre ce que l'on sait d'Isabella Gualanda et ce que Léonard a dit au cardinal d'Aragon au sujet du portrait qu'il a peint pour Julien de Médicis. Car en fait, on connaît un peu cette Isabella Gualanda. Une femme très réputée pour sa beauté, napolitaine, et pour cela admirée des poètes. Et évidemment, son principal problème pour nous, c'est qu'elle est napolitaine. Ce n'est pas une certaine dame de Florence, comme Léonard l'a dit au cardinal d'Aragon. Et évidemment, autre problème, c'est qu'on a une très belle description d'elle dans un beau poème de Paolo Giovio, un humaniste de l'époque, qui, à un moment de ce poème, ne manque pas de souligner les merveilleux yeux bleus
de cette Isabella Golanda, un détail qui, là encore, ne correspond absolument pas à notre Joconde qui, malgré ses vernis, a bien les yeux marrons, allez, on va lui dire noisette par coquetterie. L'hypothèse d'Isabella Golanda, je dirais, peut donc être assez facilement réfutée et tient en fait sur une erreur, une facilité, une rapidité de lecture du journal de voyage du cardinal d'Aragon. Alors une autre voie pour interpréter le texte d'Antonio Beatis a été tout simplement de rechercher dans l'entourage de Giuliano. Finalement, c'est assez cohérent. Bon, Léonard dit qu'il a peint un portrait d'une dame de Florence à la demande de Julien. Eh bien, cherchons quelle est la femme dont Julien souhaiterait avoir le portrait. Alors, le problème, c'est qu'avec Julien, on va avoir bien des difficultés, car, dire vrai, ça a été un grand amateur, et on pourrait dire aussi consommateur de belles donnes et de belles femmes, et donc le choix est large avec lui, de dames auxquelles on pourrait identifier la Joconde. Mais il est vrai que, parmi toutes ces prétendantes, il y en a une qui a eu un rôle une place particulière dans sa vie, une certaine Pacifica Brandani. Pacifica Brandani fut en fait la mère de son fils illégitime, puisqu'il n'était pas marié, certain Hippolyte de Médicis. Cette femme, Pacifica Brandani, est d'ailleurs morte pendant l'accouchement en 1511. C'est important de retenir la date. Récemment, il a été proposé, il a été suggéré que, en fait, Julien avait demandé à Léonard, lorsque Léonard était à son service en 1513, eh bien, de peindre le portrait de cette femme, Pacifica Brandani, qui serait donc un portrait posthume et qui aurait eu comme rôle un peu de réconforter le jeune Hippolyte, que ce sourire aurait d'ailleurs ce sens de réconfort, la mère étant, c'est un orphelin, la mère étant donc décédée au cours de l'accouchement. Alors évidemment, il y a là quand même un certain problème, c'est d'abord que cette hypothèse n'est fondée sur aucun document, c'est-à-dire que ça a peut-être été vrai, mais après cette information s'est complètement perdue, plus personne n'a jamais parlé de cette Pacifica Brandani, ni d'ailleurs d'Hippolyte de Médicis, qui est quand même une personnalité importante du début du XVIe siècle, personne n'y a reconnu la mère d'Hippolyte de Médicis. Plus difficile encore, c'est que Léonard a quand même dit qu'il l'avait peinte d'après nature pour Julien de Médicis. Or, Léonard n'a sans doute jamais rencontré cette Pacifica Brandani. Peindre d'après nature, c'est vraiment d'après le modèle, voir le modèle et la représenter sur le tableau. En effet, Léonard, je vous l'ai rappelé, s'est installé au service de Julien en 1513 et elle est décédée en 1511. Dernière chose, et ça c'est mon cher collègue Louis-Franck qui me l'a suggéré, comment Vasari, qui était au service, qui était très proche d'Hippolyte de Médicis, qui a même été un compagnon de classe, Hippolyte de Médicis a été l'un de ses protecteurs et mécènes, aurait-il pu ignorer cette histoire si elle avait été vraie ? Bref, pour le moment, j'ai réfuté des hypothèses, mais je n'ai rien de construit réellement de convaincant. J'en suis bien conscient. Parce qu'en fait, le problème, malgré tout dans tout cela, il faut quand même trouver une explication au témoignage du cardinal d'Aragon. En fait, il faut trouver une cohérence à toute cette histoire-là. Comment résoudre cette apparente contradiction entre le témoignage d'Antonio de Beatis, un tableau d'une Florentine fait pour Julien de Médicis, avec les autres, Agostino Vespucci, Vasari et puis les autres, qui parlent de Lisa Gherardini, faite pour Francesco del Giocondo. Alors là encore, vous m'excuserez, c'est à chaque fois compliqué, c'est des histoires bien léonardiennes. Eh bien, il y a toujours différentes hypothèses et plusieurs façons de répondre à des problèmes. Alors, première chose, on peut d'abord imaginer considérer que la Joconde du Louvre est, donc vous la voyez sur votre droite, c'est bien Lisa del Giocondo, dont parle Vasari, et que d'autre part, Léonard de Vinci a montré au cardinal d'Aragon un autre tableau, effectivement une femme florentine, peint pour Giuliano, mais que ce tableau-là a complètement disparu et que nous n'en connaissons absolument rien. C'est possible, mais là encore, je n'y crois assez peu. Pourquoi ? Léonard de Vinci, dans ses dernières années, ses années de maturité, a eu une célébrité immense. Et je vous l'ai dit, il était assez généreux avec ses inventions, il les faisait connaître. Comment imaginer qu'un tableau, qu'il montrait d'ailleurs assez facilement au cardinal d'Aragon, qu'il a peint dans ces dernières années, ait pu être ignoré complètement de tous les artistes, de tous ses contemporains, de tous ses amateurs. Cela me semble absolument improbable qu'une composition de Léonard de ces dernières années ait ainsi complètement disparu de la scène. Alors, deuxième hypothèse, c'est toujours de dire que ce n'est pas la Joconde du Louvre, le tableau montré au cardinal d'Aragon, c'en est un autre, et pourquoi pas un tableau un peu compliqué, une composition un peu compliquée, c'est la soi-disant Joconde nue.
La Joconde nue, qui est effectivement un tableau, une composition dont on connaît mal la genèse. Là, je vous montre une copie par un suiveur de Léonard. Nous ne possédons pas de tableau original. Nous avons un carton qui conserve au château de Pontivy, diverses copies anciennes. C'est une composition dont on connaît très mal la genèse, mais qui est manifestement née dans l'atelier de Léonard de Vinci. Mais là encore, on est gêné par le statut de cette œuvre par rapport à la description, les mots de Léonard. Léonard dit un portrait d'une dame florentine faite au naturel. Quand on regarde ce portrait-là, ce tableau-là, on a vraiment l'impression d'une dérivation à partir du portrait de la Joconde du Louvre. Et on voit aussi que les traits de cette dame sont très idéalisés. On n'a pas vraiment l'impression d'un portrait. On peut se poser vraiment la question du statut de cette œuvre-là. Est-ce vraiment un portrait ou pas plutôt un tableau allégorique avec un petit peu de mythe autour de ça, peut-être une Vénus, une sorte de flore aussi. En tout cas, quelque chose loin d'un portrait fait au naturel. C'est pour ça que cette hypothèse me semble assez peu convaincante, mais pas impossible. Une autre façon de procéder, et vous allez voir que c'est celle évidemment que je préfère, c'est pour ça que j'ai gardé à la fin, c'est tout simplement de croire que le tableau montré par Léonard au cardinal d'Aragon est bel et bien la Joconde du Louvre et qu'elle représente bel et bien Lisa del Giocondo. C'est l'hypothèse, je dirais, la plus simple, la plus pertinente, alors pourquoi faire compliqué ? Alors bien évidemment, vous allez dire, mais vous continuez malgré tout, vous n'expliquez pas pourquoi Giuliano, malgré tout, voulait avoir le portrait de cette dame, a priori il ne la connaît pas, pourquoi voulait-il avoir le portrait d'une dame inconnue, cette Lisa del Giocondo ? Alors c'est là où on peut quand même suggérer certaines réponses, et première hypothèse, peut-être qu'effectivement Giuliano connaissait Lisa del Giocondo et avait pu être son admirateur, voire plus si affinité. Très récemment d'ailleurs, plusieurs historiens ont retrouvé des documents prouvant des liens très étroits entre Francesco del Giocondo et les Médicis. En fait, Francesco del Giocondo, dans ces années de la République de Florence, les Médicis sont donc exilés, Francesco a épousé le parti philo-médicéen et il les finance même d'une certaine façon, il est vraiment de leur côté, et manifestement ces liens ont été assez forts. Après, jusqu'où ont-ils été entre le prince et la dame ? Là, on rentre dans le roman. Pour le moment, en tout cas, on ne peut rien en dire davantage, mais il est certain que ces deux familles se connaissaient. Seconde hypothèse, donc première hypothèse, c'est l'idée que donc il a voulu se porter parce qu'il connaissait cette dame et peut-être qu'il avait eu des liens avec elle assez particuliers. Seconde hypothèse, qui est celle en réalité que je préfère parce que, à mon avis, elle est assez dans l'esprit de Léonard, mais je ne dis pas que la première est fausse, loin de là. Mais moi, je vois assez bien Léonard, lorsqu'il reçoit le cardinal d'Aragon, dire voilà, regardez, j'ai peint ce tableau d'une dame florentine, en fait, Lisa del Giocondo. Le cardinal d'Aragon, cette Florentine, n'avait jamais dû en entendre parler. En revanche, il connaissait parfaitement, évidemment, de réputation, le petit frère du pape, Julien de Médicis. Il dit mais oui, je l'ai peint pour Julien de Médicis. On lui a évoqué toutes sortes de souvenirs. Lorsqu'il indique ça, Léonard, à mon avis, c'est tout simplement qu'il indique que Julien de Médicis était le destinataire de ce tableau. Nous savons en effet que Léonard, tout au long de sa vie, a eu un rapport tout à fait particulier avec ses mécènes. C'est vraiment un artiste à part dans la création. Vous savez que c'est quelqu'un qui rend assez difficilement ses tableaux, qui les laisse inachevés, et qui a aussi donc ce rapport étrange, très libre avec ses commanditaires. D'abord, souvenez-vous qu'il a laissé beaucoup d'œuvres inachevées. D'abord, l'adoration des mages, qui était destinée à l'église San Donato a Scopeto, près de Florence, mais aussi le Saint Jérôme du Vatican. D'autres encore semblent avoir été finalement cédés à un autre que le commanditaire initial. Souvenez-vous de la Vierge Rocher. Il y en a eu deux au bout du compte. La première, celle qui se trouve au Louvre. Léonard lui-même nous raconte, dans une requête qu'il fait au duc de Milan, Ludovic le Mort, il dit que lui veut une réévaluation de ce tableau, c'était prévu dans le contrat, il trouve que ce tableau est très beau, il mérite davantage d'argent. Le commanditaire initial, c'est-à-dire la confraternité de l'Immaculée Conception, ne souhaite pas lui donner cette somme, mais lui a déjà trouvé un commanditaire qui est prêt à lui donner la somme requise. Et d'ailleurs, c'est manifestement ce qui s'est passé. Ce tableau a échappé au premier commanditaire et il y a eu un second qui a été fait, le tableau qui est aujourd'hui à la National Gallery. Ce fut d'ailleurs probablement le cas, ces tableaux qui échappent finalement à celui qui est l'initiateur de la commande. Ça a probablement été le cas aussi de ces deux autres compositions tardives, la Sainte-Anne et le Saint-Jean-Baptiste, dont on ignore d'ailleurs assez mal on se connaît assez mal les débuts. Je dirais d'ailleurs qu'il y a un document tout à fait exceptionnel qui témoigne parfaitement de cet état d'esprit de Léonard de Vinci. En 1508, alors qu'il est à Florence et qu'il va se réinstaller à Milan, il écrit au gouverneur de Milan, Charles d'Amboise, ça appartient en français de Louis XII à ce moment-là encore, le duché de Milan. Il lui dit qu'il a, alors dans un brouillon de lettre, ça c'est le brouillon de la lettre, il a commencé, dans un autre brouillon il dit qu'il a à disposition deux tableaux de Madone de grandeur différente qu'il a fait pour le roi de France, mais que ces œuvres pourraient être données tout aussi bien à quelqu'un d'autre.
La première fois que je vous avoue que j'ai lu ce brouillon, j'ai trouvé ça tout à fait incroyable que Léonard ose proposer des tableaux faits pour le roi à d'autres commanditaires. De ce fait, je dirais, fort de ces témoignages et de cette vie, de cette liberté qu'il entretient vis-à-vis de ses commanditaires, on peut finalement se demander si les 3 derniers tableaux de Léonard, ces 3 ultimes chefs-d'œuvre qu'il a peints au long de ces 20 dernières années, si finalement ces 3 chefs-d'œuvre n'ont pas été destinés au fur et à mesure de sa vie à ses mécènes successifs, Louis XII lorsqu'il était duc de Milan de 1508 à 1512, Julien de Médicis de 1513 à 1516, puis finalement François Ier qui finit par les acquérir parce que, chance pour lui, Léonard meurt entre ses bras, si l'on peut dire, en 1519. Avec cette façon de voir les choses, on peut parfaitement imaginer que la Joconde a pu être commandée par Francesco dal Giocondo, initié pour lui, que Léonard aurait continué à y travailler peu à peu, comme il procédait finalement avec tous ses tableaux, surtout ces tableaux de la fin de sa vie. Il crée ainsi un chef-d'œuvre merveilleux qui intéresse ses différents commanditaires, Louis XII, Julien de Médicis, qui en serait devenu le destinataire, peut-être aussi pour des raisons affectives, comme je vous le disais, et finalement François Ier, qui en devient le propriétaire. Seul ce déroulement des faits, je dirais, permet de concilier toutes les pièces du dossier les plus précises et permet aussi d'une certaine façon de comprendre certaines des significations de l'œuvre. En particulier, et je terminerai un peu avec ça, le caractère emblématique du sourire de la Joconde, puisque ce mot de Joconde, Gioconda en italien, la désigne bien sûr comme l'épouse de Francesco dal Giocondo, mais également comme l'heureuse. L'heureuse, car c'est vraiment ça le sens du mot italien Gioconda, qui vient du latin Jocunda. En synthèse donc, je peux donc aujourd'hui solennellement vous dire avec une certaine vérité, certitude, vous libérer cette réponse. Mais qui est la Joconde? Mona Lisa. Merci.